Émission en barreau en ce jour de mercredi, chers auditeurs, on reçoit ici donc la présidente du groupement des entreprises de Madagascar au GEM, Madame Nour Ndiamamundiarson, bonjour. Bonjour Madame. Comment elle est la santé de l'économie nationale selon vous en tant que patronat? Écoutez, on a démarré l'année sur des notes, je dirais positives, puisque on a eu la conférence des bailleurs qui a montré qu'il y avait quand même l'espoir de mettre en œuvre de grands investissements, notamment dans les infrastructures, dans l'énergie, etc. Et je dirais que la plupart des membres du secteur privé, tout comme les partenaires techniques et financiers, étaient un peu euphoriques après la conférence des bailleurs. En ce qui concerne le privé, on a été un petit peu déçus et même échaudés parce que la situation de l'énergie a été très très difficile ces derniers mois, comme vous avez pu le voir. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on ne voit pas les perspectives. On n'a pas de visibilité sur l'évolution du secteur énergie aujourd'hui. On ne nous dit pas, bon, on va investir dans tel grand barrage hydroélectrique ou on va faire tel investissement il y a eu le projet un bateau-lampe, mais apparemment il n'est pas encore effectif, apparemment ça n'avance pas. Donc il n'y a pas de visibilité. Ce que le secteur privé n'aime pas, c'est l'incertitude. Alors que l'entreprise doit toujours tourner. Voilà, on est obligé de faire des plans, pas au jour le jour, mais on fait des plans au moins à 1 an quand on est chef d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont des plans pour 3 ans. Mais au moins à 1 an, on doit avoir un budget, savoir où on va, dans quelle direction, où est-ce qu'on doit investir, sur quels aspects de notre société on doit appuyer ou quels autres aspects améliorer. Donc ça dépend beaucoup de la conjoncture et de l'environnement dans lequel on est. Donc la plus grande faiblesse, je pense, de Madagascar aujourd'hui, c'est vraiment le manque de visibilité dans tous les programmes et projets de l'État. Mais est-ce que, justement, projet de l'État, est-ce qu'il y a quand même cette relation publique-privée, est-ce qu'elle est effective aussi dans les échanges pour pouvoir avancer? Je dois reconnaître que le ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé fait beaucoup d'efforts. Mais les résultats sur le terrain diffèrent beaucoup en fonction des ministres. Il y a des ministres qui sont assez ouverts. On a, depuis quelques temps, maintenant, on a un bon dialogue avec le ministre des Finances. Mais il y a d'autres ministères où, en fait, c'est un alibi et en réalité, ils n'écoutent pas puisqu'ils ont déjà leur idée, ils veulent avancer et ce qu'ils veulent, c'est que le secteur privé valide en quelque sorte ce qu'ils ont prévu. Et le dialogue, ce n'est pas ça, c'est savoir déjà écouter l'autre et voir comment il peut améliorer éventuellement le projet qu'on a formé auparavant. Il y a 2 phénomènes ici qui sont très clairs, 2 mots durs d'ailleurs qui sont très utilisés actuellement, c'est l'inflation et la corruption. Est-ce que vous vivez cela dans votre quotidien d'entreprise aussi? Alors, l'inflation, c'est indéniablement une réalité, puisque vous voyez bien l'augmentation du prix de carburant, qui est pas quasiment mensuel maintenant. Nos membres se plaignent aussi beaucoup de l'augmentation des factures d'électricité, alors que la fourniture n'est pas assurée régulièrement. On constate de grandes variations dans les factures d'électricité. Donc l'inflation est bien réelle. Et puis aussi, il faut dire, à cause de différents phénomènes, notamment climatiques, nous avons une hausse des prix qui est entraînée par la hausse du prix des produits agricoles, et notamment le riz, à cause de la sécheresse et à cause des problèmes qu'il y a eu récemment. Donc je pense que là, on ne peut pas nier qu'il y a de l'inflation. Quant à la corruption, c'est un problème très grave qui affecte notre pays à tous les niveaux et on a vraiment des difficultés à rester honnête. La réalité est là, parce que si on veut travailler vite, si on a des impératifs, il y a parfois l'obligation pour certaines opérations, l'administration ne vous laisse pas accomplir certaines opérations s'il n'y a pas paiement indu, comme on dit. Et il y a aussi également des risques réels pour les chefs d'entreprise, parce que parfois les chefs d'entreprise sont mis en prison pour des raisons qui ne sont pas du tout justifiées. Et dans ces cas-là, quand la sécurité même physique de la personne est en jeu, elle est parfois obligée de passer par les fourches caudines, je dirais, des personnes qui ont ce genre de pratique. Mais est-ce que cela veut dire qu'on arrive quand même à suivre à votre manière ici d'assurer cette production voulue ou de payer aussi, parce qu'on parle de fiscalité aussi, vous devez ça?
Alors, en fait, la corruption est un facteur de non-compétitivité en ce sens qu'il augmente le coût de production. C'est la réalité. Et en fait, il y a des coûts supplémentaires qui viennent se greffer à la production. Par exemple, si vous êtes transporteur, tous les transporteurs vous diront que chaque chauffeur a déjà une somme qui est allouée au paiement de tous les barrages routiers qu'ils doivent traverser. Donc, ce sont des facteurs supplémentaires de coûts. Et tant qu'on aura une situation comme ça, notre pays ne sera pas compétitif. Mais alors qu'on vous dit de payer les dus à chaque fois, fiscalité, oui, TVA et tout cela. Alors, effectivement, à côté, on paye ce qui est obligatoire, c'est-à-dire les impôts. Mais il faut dire aussi que pour les impôts, il y a ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. J'ai la faiblesse de croire que la plupart, sinon la totalité des membres du GEM payent ce qu'ils doivent payer. Et nous sommes d'ailleurs le plus gros contributeur en termes de groupement à Madagascar. On doit payer. Vous avez un poids. On a le poids des impôts qu'on paye représente, je pense, dans les 70% des impôts qui sont payés à Madagascar. Donc on paye, on fait partie de ceux qui payent. Mais à côté, on sait bien qu'il y a beaucoup d'entreprises. Je ne parle pas des petits marchands de rue ou des marchands ambulants. C'est pas ça du tout. On a des entreprises qui ont parfois pignon sur rue, qui sont très importantes, qui ne payent pas ou qui arrivent toujours à trouver des arrangements. Donc c'est ça qui est ennuyeux, parce que c'est un facteur de concurrence déloyale, comme disent nos amis du syndicat des industries de Madagascar. Oui, et ça existe aussi donc les entreprises conjoncturelles par rapport à des événements. Ah oui, tout à fait. Et ceux-là aussi font partie du lot. Bien sûr, on a une concurrence déloyale d'entreprises qui se créent aujourd'hui et qui disparaîtront demain ou après-demain, quand il y aura eu l'événement. Par exemple, je suis persuadée que, par exemple, pour la francophonie, il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées, qui sont proches de certains dirigeants et qui obtiennent des marchés, qui disparaissent après, sans payer les impôts, bien sûr. Alors là, nous avons terminé un premier trimestre. Est-ce à dire que la route est vraiment longue par rapport à tout cela? La route est longue et en fait, nous avons choisi d'entreprendre à Madagascar. Nous sommes à Madagascar, on n'a pas d'autre pays que celui-ci. Donc on est obligé de faire en sorte que ça se passe au mieux. Et on a aussi le devoir d'essayer d'améliorer les choses. Et ça, comment cela? Alors, c'est le sens de tout ce qu'on fait au niveau notamment du dialogue public-privé, mais dans tous les cercles où le GEM est représenté, que ce soit à la Commission pour la réforme des droits et des affaires, que ce soit dans les conseils d'administration de la CNAPS, de l'OSTI, etc. On essaye d'une part d'imprimer notre façon de faire, c'est-à-dire d'essayer de faire les choses de manière professionnelle et avec intégrité. Et d'autre part, on essaye de changer les choses, de faire bouger les lignes, parce que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de grandes réformes à Madagascar et on n'a pas beaucoup de réformateurs. Réforme au niveau loi, par exemple? Au niveau Alors, il y a des lois qu'il faut réformer, mais il y a beaucoup de lois aussi par ailleurs. Bon, disons que les lois ne sont peut-être pas la priorité, parce qu'on a des lois qui ne sont pas appliquées pour le moment, qui peuvent être très bonnes, mais qui ne sont pas appliquées. Donc, je dirais que les lois, c'est nécessaire, mais c'est pas forcément la première priorité. Mais c'est l'état d'esprit déjà. Si l'état d'esprit des dirigeants était dans un état d'esprit de vouloir faire avancer les choses, de vouloir développer, promouvoir le secteur privé, ce serait déjà différent. Nous venons d'effectuer une mission d'une semaine au Maroc. J'ai conduit une délégation d'une trentaine de chefs d'entreprise là-bas. Eh bien, on voit tout de suite la différence. La différence, c'est que le gouvernement, conduit par le roi, montre qu'il y a une volonté politique de changer les choses, de réformer, de mettre le secteur privé au centre vraiment du développement économique. Et la facilitation est quelque chose qui fait partie de la pratique chez eux. Ici, on a l'impression que ça fait beaucoup partie de la rhétorique. Au niveau de beaucoup de ministères et d'administrations, la rhétorique, c'est de dire le secteur privé, le dialogue, le développement du secteur privé, moteur de la croissance, etc. Ça reste des mots, vous voulez mais dire? Ça reste des mots. C'est une rhétorique qui est politiquement correcte, mais il n'y a pas la volonté réelle de faire changer les choses. Oui, mais pourtant, ce ne sont pas les portes qui manquent, les portes d'ouverture, d'épanouissement. Si on parle des relations, vous avez parlé de la francophonie, on a aussi le COMISA par exemple, ou autre, dans l'océan Indien. Ce bassin de l'océan Indien même, est-ce qu'on arrive quand même à voir quelque chose? Écoutez, ma conviction, je sais que ça n'est pas toujours facile, mais maintenant, ma conviction est que le secteur privé doit se prendre en charge et qu'il doit essayer de faire avancer ce qu'il peut dans son coin. C'est vrai qu'on ne peut pas, il y a
des domaines où c'est l'État qui a le pouvoir. Mais par exemple, de notre visite au Maroc, j'ai tiré la conclusion qu'il va falloir mettre en place des moyens de coopérer de privé à privé. Et on bénéficiera de toute façon de l'appui du gouvernement marocain, parce qu'eux, ils sont décidés à appuyer leur secteur privé et nous aussi par ricochet. Donc, on va essayer de travailler de cette manière en essayant de ne pas trop dépendre de l'État. De l'État. C'est-à-dire, cela peut être donc des relations d'entreprise bilatérales, voilà. Si je me le permets de le dire. Exactement, d'entreprise à entreprise, de groupement à groupement. Nous avons d'excellentes relations avec la CGEM, qui est notre homologue au Maroc, qui est le plus grand groupement d'entreprises du Maroc. Nous avons également tissé des liens avec la Chambre de commerce de Rabat, et ils sont tout à fait désireux de coopérer avec Madagascar dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, des compétences également. Donc, tout le monde est partant dans le groupement. Oui, tout le monde est partant. Je pense que la plupart des gens qui sont allés là-bas sont revenus avec des idées de coopération et de partenariat avec des entreprises marocaines. Alors, question monétaire, de devise. Est-ce qu'il y a déjà des mesures à prendre? Est-ce que c'est facile quand même donc de faire cet esprit d'entrepreneuriat de groupement à groupement? Ce n'est pas facile, certainement, mais je suis convaincue que quand on a la volonté d'avancer, on peut avoir de bons résultats. Comment voyez-vous les jeunes dans l'entrepreneuriat? Alors, les jeunes, c'est un vaste sujet, je dirais, parce que il faut bien se rendre compte. On a peur de créer son entreprise. Oui, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation n'est plus celle qu'elle était au moment où nous, on sortait de l'école. Parce que à l'époque, l'espoir, en fait, et même l'ambition des familles et des jeunes était d'intégrer un poste dans une grande entreprise ou même d'être haut fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est terminé. Il faut bien se rendre compte que si on veut avoir une vie intéressante et un niveau de vie satisfaisant, il faut trouver d'autres solutions, et notamment l'auto-emploi ou créer une entreprise. Ça fait partie des pistes de solutions pour les jeunes d'aujourd'hui. On ne peut plus attendre seulement de trouver un poste dans telle ou telle entreprise. Donc c'est un vaste défi pour les jeunes, et on a le devoir tous de les aider. Donc le groupement, le GEM s'attache à pousser. On a une commission esprit d'entreprise dans notre groupement. Donc on a les jeunes qui veulent entreprendre. On voit des start-up intéressantes qui se mettent en place. On voit des jeunes qui ont des idées innovantes ou qui sont déterminés, et ça fait plaisir de voir ça. Mais d'un autre côté aussi, on a une grande majorité de jeunes qui croient que l'entreprise, c'est comme un jackpot, qu'il suffit de faire comme ils disent de manière péjorative, du business. Exact. Acheter, revendre, aller en Chine, ramener, ou aller en Thaïlande, ne pas payer la douane. L'entreprise n'est pas simplement commerciale. Non, l'entreprise non seulement elle n'est pas simplement commerciale, mais l'entreprise est une entité vivante qui a des droits et des responsabilités par rapport à la société. Et la responsabilité première de l'entreprise, c'est d'abord, bien sûr, faire vivre son promoteur, mais aussi faire vivre les salariés qui sont là, payer ce qu'elle doit à la communauté, puisqu'elle utilise les infrastructures, les routes, etc., qui sont construites par la communauté sur les impôts de la communauté. Donc, elle doit payer aussi ce qu'elle doit. Après, en revanche, elle a des droits. Elle a le droit d'être respectée. Elle a le droit de pouvoir s'épanouir dans une concurrence saine et loyale, etc., etc. Et il y a maintenant la CD. Ah oui, alors la CD. C'est un gros morceau. La CD est un grand morceau parce que ça a été mis en place de manière tout à fait, en l'absence de toute concertation, alors qu'on avait déjà mis en place la structure de dialogue public-privé. Donc il n'y a pas eu de concertation. Par ailleurs, l'appel d'offres qui a permis à la DPMS de mettre en place, de signer un contrat pour mettre en place ce système n'a pas été transparent parce que il n'a pas respecté certaines règles des marchés publics. Et enfin, quand ils ont commencé à mettre en place leur travail, leur système, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de manque de professionnalisme. Ils avaient des factures qui étaient faites sur des bouts de papier, presque, avec des factures qui n'avaient aucune mention légale, alors qu'une facture, il y a des mentions obligatoires. Ça n'était pas respecté. Et surtout, ce qui était grave, ils demandaient qu'on vire les paiements sur un compte à Dubaï. Mais enfin, c'est incompréhensible que dans un système qui est censé sécuriser les ports de Madagascar, on doive payer ailleurs.
une redevance ailleurs. Et en plus, c'est interdit parce que les facturations à Madagascar doivent se faire en arrière. Il n'y a pas de devises qui doivent être payées ici. Autre point, ils ont mis en place, la société ATPMS a mis en place un logiciel qui était en fait un simple logiciel sur Excel que même moi qui suis presque analphabète en informatique, j'aurais pu mettre en place. C'est juste un tableau Excel. Et c'était ça qu'ils mettaient en place pour pouvoir percevoir des redevances qui s'élevaient à 10 millions, qui s'élèvent à 10 millions d'euros par an. C'est complètement inacceptable. Nous avons également eu des inquiétudes au niveau de la PMF, parce que la PMF nous a présenté un budget d'utilisation de ces redevances qui était censé sécuriser les ports. On avait pour des centaines de millions de consultances, d'achats d'ordinateurs, de voitures, etc. Donc c'était, pour résumer, ça n'avait aucun caractère de sérieux et de professionnalisme. Et au niveau des partenaires techniques et financiers, comme au niveau même donc du GEM et des ambassades aussi qui ont réagi, maintenant, c'est quoi alors? Alors, au niveau des partenaires techniques et financiers, certains, d'aucuns, je ne sais pas si ces groupuscules qui publient des communiqués dans les journaux existent vraiment, mais je trouve regrettable qu'à Madagascar, dès qu'il s'agit de parler de bonne gouvernance et de transparence, voilà le mot. On appelle tout de suite, on en appelle à la souveraineté, mais est-ce que ça veut dire laissez-nous voler souverainement sur notre territoire ou détourner l'argent du contribuable souverainement? Non. Il y a des règles qui sont claires de respect des marchés publics, de transparence, on doit les respecter. Et nos partenaires qui sont là pour nous prêter aussi de l'argent, et on est bien content de bénéficier de la FEC ou d'avoir eu un support massif quand on était à la CBI. Ces partenaires nous rappellent les bonnes règles parce qu'ils nous prêtent de l'argent. Et c'est normal, et parce qu'ils nous donnent aussi de l'argent, le cadre de l'Union européenne, ce sont des dons sur les impôts qui sont payés par les contribuables européens. Donc il est normal qu'ils soient regardant sur l'utilisation des deniers à Madagascar. Donc là, je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. La souveraineté de Madagascar, ce serait déjà de pouvoir assurer à manger pour les 22 millions de Malgaches et de ne pas avoir un taux de pauvreté de 73%, qui est la honte de ce pays. Donc on ne peut pas se targuer de respecter la souveraineté alors que par ailleurs, on n'a aucun respect on n'a pas forcément fait tout ce qu'il fallait pour lutter contre la pauvreté, pour essayer de sortir ce pays de l'ornière où il est, et que par ailleurs, on demande quand même l'appui des bailleurs de fonds. Bien entendu, ça a un impact sur les intrants. Quand on parle de ports, intrants aussi. Donc, oui, bien sûr. Alors les ports, on nous dit, oui, mais les ports, maintenant, parce que il n'y a pas la CD, la douane n'est pas payée, il y a des 40% d'écart entre la valeur des marchandises qui entrent à Madagascar et la valeur des marchandises déclarées. Mais je crois que là, la responsabilité de l'État est entièrement engagée, même s'il y a un prestataire privé, parce que tous, on sait, et ça a été dans tous les journaux, il y a des containers qui sont entrés dans le port, qui sont ressortis sans avoir payé. Il y a, et je ne sais pas s'il y a encore, qui sont partis sans payer le moindre droit de douane. Et là, personne ne peut faire ça sans avoir la prérogative de personne publique. Donc, il y a quand même, je crois, il faut bien répartir les responsabilités. Bien sûr, la douane n'est pas parfaite. Bien sûr, il y a peut-être que le prestataire qui est en place n'est pas parfait, mais il y a aussi des personnes qui sont au niveau de l'État qui utilisent la douane comme source de financement personnel. Et ça, quel que soit le prestataire, ça va toujours continuer s'il n'y a pas de volonté de l'arrêter. Donc, mettre en valeur cette bonne gouvernance qu'on prend le temps. Oui, la bonne gouvernance, c'est d'abord c'est l'obligation numéro 1 d'un gouvernement qui se respecte, parce que la bonne gouvernance permet de mieux gérer les ressources, de réduire les coûts de faire des affaires, d'améliorer la compétitivité des entreprises et aussi de pouvoir investir dans la santé, dans l'éducation et de réduire la pauvreté de la population. Le GEM a un poids dans le pays, vu donc le nombre de personnel que ça nourrit, entre guillemets, comme on le dit, vu aussi donc la production qui tourne ou qui s'éjecte aussi vers l'extérieur, qu'on parle d'exportation, mais vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait comme instrument pour avoir cet épanouissement des entreprises malgaches? Il y a tellement à faire, vous savez.
Il y a tous les compartiments aujourd'hui, tous les compartiments de notre économie sont affectés par des problèmes. Que l'on parle du foncier, que l'on parle de justice, que l'on parle d'infrastructure, que l'on parle d'énergie, que l'on parle de douane, de fiscalité, etc. Il y a des problèmes dans tous les secteurs. Et malheureusement, la plupart de ces secteurs sont touchés également par la corruption. Donc, c'est vraiment, je pense que ce qui peut changer les choses, sans parler d'hommes providentiels, mais au moins, c'est la volonté. Et cette volonté, elle doit être collective. Il faut que les Malgaches élisent des dirigeants qui aient la volonté de changer ce pays. Et qu'ils demandent des comptes à ces dirigeants en leur disant, mais où sont les changements, où sont les réformes? Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer notre ordinaire, pour améliorer la condition de la population, pour améliorer l'environnement des affaires, etc., etc. Et pourtant, on a de l'espoir pour les entreprises malgaches si on avait les instruments qu'il fallait? Ah, bien sûr, nous sommes un pays de potentiel, on le dit depuis 60 ans maintenant, presque. Nous sommes un pays qui a beaucoup de potentiel au niveau des ressources minières, peut-être du pétrole, au niveau des terres. Non seulement les terres qu'on a aujourd'hui, les terres arables, pourraient permettre non seulement de nourrir entièrement notre population, mais d'exporter également vers tous les pays environnants. On a également le potentiel touristique. On a 5000 km de côte qu'on n'exploite pas. On a le potentiel des technologies de l'information et des communications avec nos jeunes qu'on pourrait faire travailler là-dedans. Donc, c'est pas vraiment les possibilités qui manquent, mais c'est la volonté. C'est la volonté. C'était la présidente du groupement des entreprises de Madagascar, Nour Ndjamoundiarson, sur Ambaro. Merci.